Vidéo, je vais vous expliquer la phosphorylation oxydative. Donc, la phosphorylation oxydative, dans le fond, c'est le processus qui implique ce qu'on appelle la chaîne de transport d'électrons. Ces protéines-là, ou ces complexes protéiques, le complexe 1, 2, 3, 4, ainsi que l'ubiquinone et le cytochrome C sont impliqués dans ce qu'on appelle la chaîne de transport d'électrons. Et c'est ce que le nom indique, c'est une chaîne qui transporte des électrons. Maintenant, j'ai placé ces complexes-là dans la membrane dans un certain ordre, mais comme je vous l'avais mentionné plus tôt, l'ordre est un ordre de séquence dans le temps et non vraiment de position de protéines dans la membrane. Parce que ça, c'est la membrane interne de ta mitochondrie. Et on sait que toutes les molécules, les phospholipides et les protéines sont mobiles dans la membrane parce que c'est un modèle de mosaïque fluide, comme c'était mentionné à l'unité 1. Ça veut dire que ces complexes protéiques-là et le cytochrome et l'ubiquinone peuvent se déplacer dans la membrane et se retrouver à différents endroits. Et c'est seulement par le fait qu'ils vont être en contact l'un avec les autres à certains moments qu'ils vont pouvoir se transférer des électrons. Maintenant, rappelez-vous que quand une molécule prend un électron, elle va être réduite et va prendre un électron, mais une certaine quantité d'énergie qui vient avec. Et lorsqu'elle donne un électron, elle va être oxydée et elle va perdre une certaine quantité d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à se rappeler. Rappelez-vous qu'on avait parlé du cycle de Krebs et l'importance de la formation de certaines molécules à haut potentiel énergétique pour être capable d'utiliser ces molécules à haut potentiel énergétique dans la prochaine étape de la respiration cellulaire, qui est celle-ci, la phosphorylation oxydative. Je vous avais dit que les molécules à haut potentiel énergétique étaient importantes pour la prochaine étape, c'était des réducteurs à haut potentiel énergétique. Celles qui avaient été formées par le cycle de Krebs, c'était le NADH et le FADH2. Puis on a vu que par pyruvate, avec l'oxydation du pyruvate et le cycle de Krebs, il y avait 4 NADH et un FADH2 par pyruvate qui ont été formés. Ces NADH et ces FADH2 vont donc être utilisés dans ta chaîne de transport d'électrons pour générer des électrons qui vont ensuite servir à alimenter le transport de certaines substances, ici ça va être un proton, à travers la membrane interne de ta mitochondrie. Donc on va commencer avec le complexe numéro 1. Le complexe 1 est un complexe protéique qui est fait de plusieurs protéines et plusieurs molécules qui ont deux rôles. Un de ces rôles, c'est de transporter des protons contre le gradient de concentration. Et l'autre rôle, c'est de réduire une molécule de NADH. Dans le fond, le rôle principal, c'est la réduction, ou pas la réduction, l'oxydation de ta molécule de NADH, qui est un réducteur à haut potentiel énergétique, pour former du NAD+, plus H+, naturellement, mais je ne vais pas l'indiquer ici. Ceci est une oxydation. Ça veut dire que cette réaction, elle va relâcher deux électrons. Et ces deux électrons, ça va être deux électrons qui vont être donnés à ton complexe 1 pour réduire le complexe 1. Ces deux électrons-là viennent aussi avec une certaine quantité d'énergie. C'est-à-dire que ça va énergiser le complexe 1 et une partie de cette énergie va servir à transporter des protons contre leur gradient de concentration, donc d'un milieu moins concentré, qui serait la matrice mitochondriale, à un milieu plus concentré, qui va être l'espace intermembranaire. C'est-à-dire que si on regarde le gradient de protons, c'est pas un super beau gradient, mais vous comprenez le principe. Si on regarde le gradient de protons, on voit que c'est plus concentré en protons ici que de l'autre côté de la membrane. Et donc ici, il y a un transport actif qui va se faire et le transport actif va être permis par l'énergie donnée par l'oxydation du NADH en NAD+. Ces deux électrons, après avoir été pris par le complexe 1, vont être transférés à l'ubiquinone. Maintenant, pour faire ça, il faut que le complexe 1 rentre en contact avec l'ubiquinone. Rappelez-vous qu'on avait déjà mentionné l'ubiquinone à une évaluation sommative précédente et on a vu que l'ubiquinone, qui est ici, va être un lipide. Donc, c'est un lipide, c'est une molécule qui va avoir un cycle. Je ne vais pas dessiner le cycle, mais c'est un lipide. Et c'est une des raisons pourquoi il peut se retrouver dans la partie hydrophobe de ta membrane en contact avec les acides gras. L'ubiquinone peut se promener et donc peut rencontrer d'autres complexes. Maintenant,
lorsque le complexe 1 transfère ses électrons à l'ubiquinone, il va aussi transférer une certaine quantité d'énergie qui reste après avoir transporté les protons. Et il va aussi être oxydé, mais ça va faire que l'ubiquinone va être réduite. À ce moment-là, ou à peu près en même temps, tu vas avoir un autre complexe, le complexe 2, qui lui va utiliser l'autre molécule à haut potentiel énergétique qui a été générée par le cycle de Krebs pour donner, donc le FADH2, pour donner du FAD, plus 2H+, naturellement. Cette oxydation va donner 2 électrons, et ces 2 électrons vont aussi être ajoutés aux 2 électrons qui ont été pris par l'ubiquinone à partir du complexe 1. Donc là, maintenant, l'ubiquinone va posséder 4 électrons qui, eux, vont pouvoir continuer dans la chaîne de transport d'électrons. Et lorsque l'ubiquinone rentre en contact avec le complexe 3, il va être capable de transférer ces 4 électrons. Donc, on va peut-être le mettre ici. Il va transférer ces 4 électrons. Et ces 4 électrons vont avoir une certaine quantité d'énergie. Donc maintenant, c'est l'énergie qui a été ajoutée de l'énergie qui a été transférée par le complexe 1, mais aussi l'énergie qui a été transférée par le complexe 2. Et ça va permettre de transporter aussi des protons contre le gradient de concentration. Je n'avais pas mentionné plus tôt, mais le complexe 1, lui, il va transporter 4 protons avec l'énergie par de la réduction de ton NADH, donc tu as 4 protons qui ont été transportés. Et le complexe numéro 3, lui aussi, va transporter 4 protons lorsqu'il va obtenir les 4 électrons de ton ubiquinone. Maintenant, ton complexe 3 qui a été réduit et qui possède cette énergie, après avoir transféré ces électrons, a transféré ses protons à travers la membrane, il va avoir perdu une certaine quantité d'énergie potentielle, mais il conserve quand même les électrons qu'il peut ensuite continuer à transférer dans la chaîne. Lorsque le complexe 3 rentre en contact avec le cytochrome C, il va transférer ces 4 électrons au cytochrome C. Et lorsque le cytochrome C va rentrer en contact avec le complexe numéro 4, il va transférer ces 4 électrons au complexe numéro 4. Et ces électrons, comme je l'ai dit précédemment, ils vont venir avec une certaine quantité d'énergie. C'est vrai que l'énergie qui vient avec ces 4 électrons au complexe 4 est plus petite que l'énergie qui est venue au complexe 3, parce qu'une partie de l'énergie a été utilisée pour le transport des protons, mais il y a quand même suffisamment d'énergie qui reste pour permettre le transport de 2 protons contre le gradient de concentration à travers la membrane interne de ta mitochondrie. Donc, la raison pour laquelle ça transfère juste 2 protons, c'est parce que l'énergie qui vient est maintenant pas suffisante pour en transporter 4, parce qu'il y a eu une partie de l'énergie qui a été utilisée par le transport des 4 protons initialement dans le complexe 3. Maintenant, le cheminement des électrons est terminé. Donc, on a terminé la chaîne de transport d'électrons, mais pas complètement. Parce que si on arrêtait ici, éventuellement, on aurait des complexes 4 de la membrane interne de la mitochondrie qui, eux, seraient tous réduits. C'est-à-dire qu'ils auraient tous 4 électrons et ne pourraient pas accepter plus d'électrons. Ça voudrait dire que si la chaîne de transport arrêtait ici, éventuellement, il y aurait un moment où tu aurais un complexe 4 qui ne peut plus accepter d'électrons. Et donc, il y aurait un complexe 3 qui ne peut plus transférer des électrons, ce qui veut dire qu'il y aurait un complexe 2 qui ne pourrait plus transférer d'électrons, ce qui veut dire qu'un complexe 1 ne pourrait plus transférer d'électrons, et donc toute la chaîne de transport d'électrons s'écoulerait. C'est-à-dire que pour que cette chaîne de transport d'électrons puisse se renouveler et recommencer de nouveau, il faut que ces 4 électrons-là aillent à quelque part d'autre. Donc, ces 4 électrons-là doivent permettre de réduire une autre molécule qui, elle, peut être éliminée de ta chaîne de transport d'électrons pour que tes complexes soient sous leur forme oxydée et soient capables d'accepter des électrons supplémentaires de ta chaîne. C'est-à-dire que ces 4 électrons-là doivent être transmis à une autre molécule à l'aide d'une réaction de réduction où là, tu vas avoir 4 protons qui vont réagir avec un oxygène pour pouvoir former 2 molécules d'eau à partir de ces 4 électrons. C'est-à-dire que les 4 électrons vont être pris par l'eau, donc pas l'eau, vont être mis dans l'eau
mais vont être pris par l'oxygène. C'est l'oxygène qui va prendre les 4 électrons et en combinaison avec des protons qui flottent ici dans la matrice mitochondriale, il va former des molécules d'eau. C'est-à-dire que l'oxygène va être le réducteur et l'eau va être ton oxydant va être ton oxydant plutôt. Et ça va faire en sorte que tu vas avoir maintenant une molécule d'eau qui va posséder les 4 électrons. Donc ça va être le réducteur plutôt, parce qu'il a accepté les 4 électrons et là maintenant plus d'énergie. Et il va prendre ces électrons, ce qui va les faire sortir de ta chaîne. C'est pour ça qu'on appelle l'oxygène l'accepteur final d'électrons. C'est une des raisons pourquoi on a besoin d'oxygène pour pouvoir survivre. Comme je l'avais mentionné précédemment, si les 4 électrons ne sont pas acceptés par l'oxygène pour former des molécules d'eau, les 4 électrons vont rester dans le complexe 4. Quand il reste plus de complexe 4 qui peut accepter plus d'électrons parce qu'ils en ont déjà 4 qui le maintiennent, éventuellement le complexe 3 ne pourra pas accepter d'électrons et ainsi de suite, ce qui ferait que la chaîne arrêterait de fonctionner et il n'y aurait plus de réaction d'oxydation à cette étape-ci ni à cette étape-là. Quand ceci se produirait, donc si jamais ça arrête de fonctionner, ça arrête de fonctionner, ça arrête de fonctionner, puis ça arrête de fonctionner parce qu'ils sont sous leur forme réduite, qui ne peut pas être re-réduite, ça veut dire qu'il n'y aurait plus le transport de nos protons à travers la membrane du milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas, dans cette situation-là, ce qu'on appelle un gradient de protons. On aurait pu une situation où tu as plus de protons d'un côté, donc ce côté-ci, que de ce côté-là. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça, c'est important? Mais la raison pourquoi c'est important, c'est parce que c'est le gradient de protons qui permet la synthèse de l'ATP. Parce que comme si vous regardez ici cette chaîne de transport d'électrons, c'est bien beau, on a utilisé nos réducteurs à haut potentiel énergétique, donc le NADH et le FADH2. Ils ont permis de réduire, oxyder pour pouvoir que les protons soient transportés, que l'oxygène devienne de l'eau, mais on voit qu'il n'y a pas d'ATP. Puis comme j'avais mentionné, la glycolyse a fait 2 ATP. Le cycle de Krebs et l'oxydation du pyruvate par glucose va former 2 ATP, mais que j'avais dit que la respiration cellulaire a de 34 à 38 ATP de former. Et ça, c'est la dernière étape de la respiration cellulaire. Donc, où se trouvent les ATP dans cette situation-là? Mais les ATP vont être synthétisés par cette protéine-là, transmembranaire, qu'on appelle l'ATP synthase. Donc ici, ça, c'est ta molécule qu'on appelle l'ATP synthase. C'est une protéine de transport, mais c'est aussi une protéine qui est une enzyme qui permet de synthétiser de l'ATP. Comment est-ce qu'elle va faire ça? Bien, la protéine, elle a plusieurs sous-unités, donc c'est une structure quaternaire. Et dans ta sous-unité, il va y avoir genre un rotor et un stator. Donc, ça agit un petit peu comme une turbine. Donc, si on comprend le principe d'une turbine, on sait que si on met de l'eau, par exemple, ou de l'air à travers une turbine, ça va faire tourner la turbine. Mais ici, ce qui fait tourner la turbine, ce n'est pas de l'eau ou de l'air, ça va être nos protons. Maintenant, on sait qu'on a un milieu plus concentré en protons ici. Et de l'autre côté, on a un milieu moins concentré en protons. Puis ça, c'est à cause que notre chaîne de transport d'électrons est en train de créer ce gradient de protons, est en train de s'assurer que ce côté-ci est toujours plus concentré en protons. On sait que les protons sont chargés et donc ne peuvent pas diffuser à travers la membrane. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un scénario comme celui-ci où le proton diffuse à travers la membrane. Ça, c'est impossible à cause de sa charge. Ça veut dire que les protons, s'ils veulent revenir et équilibrer leur gradient de concentration, ils doivent passer à travers des protéines de transport. La protéine de transport qu'ils vont utiliser, ça va être ton ATP synthase qui est ici. Ils vont traverser l'ATP synthase suivant leur gradient de concentration pour pouvoir faire que les deux côtés se rééquilibrent. Ça, c'est quelque chose de chimique et de physique et que ça va se faire spontanément. S'il y a un passage pour les protons, ils vont le prendre et ils vont passer à travers pour rééquilibrer leur concentration. Ça veut dire qu'ici, dans cette situation-là, tu vas avoir tes protons qui vont
vouloir revenir selon leur gradient de concentration. Ils vont passer à travers la TCP synthase. Et en passant par la TCP synthase, ils vont tourner et faire tourner la turbine. Donc, si on va avoir 3 ou 4 protons qui vont passer, donc 3 ou 4 protons qui vont passer, et en passant, ils vont faire tourner la turbine. En faisant tourner la turbine, ça va générer de l'énergie mécanique. Et cette énergie mécanique va être utilisée par l'enzyme ou la partie enzymatique de ton complexe, de ton ATP synthase, pour être capable de prendre cette énergie mécanique et de prendre de l'adénosine diphosphate, ADP, plus des phosphates inorganiques qui flottent dans ta matrice mitochondriale pour pouvoir les convertir en ATP, ta molécule à haut potentiel énergétique que tu cherches à former par ta respiration cellulaire. Ça veut dire que le mouvement des protons qui veulent revenir équilibrer leur concentration va donner de l'énergie mécanique par l'ATP synthase qui va convertir cette énergie mécanique en énergie qui va être transférée à cette réaction endothermique et va permettre la condensation de l'ADP en ATP. Donc, faire ajouter et former la liaison du troisième phosphate qui est très énergétique pour faire de l'ATP. Et c'est ça qui va permettre de générer tes 30 à 34 ATP qu'il reste à former par le glucose. C'est-à-dire que l'utilisation de tout le NADH et tout le FADH2 produit par la glycolyse et le cycle de Krebs et l'oxydation du pyruvate va permettre de faire à peu près 30 à 34 ATP à l'aide de ce mouvement des protons qui veulent revenir selon leur gradient de concentration. On appelle ça la force protomotrice. C'est-à-dire que le mouvement des protons suivant leur gradient de concentration, que j'avais représenté par cette flèche et qui tourne dans le rotor, ça s'appelle ta force protomotrice. Maintenant, si on analyse le nom, c'est une force qui utilise des protons et qui agit comme un moteur ou qui utilise l'énergie cinétique du mouvement des protons pour pouvoir générer de l'énergie chimique sous forme d'ATP.